Il est plus facile de donner que d'accepter de n'avoir plus rien à donner. Jean Anouilh. Je m'appelle Suzanne. J'ai 68 ans. Et pendant 10 ans, ma vie a tourné autour de deux petits êtres, Léa et Tom. Mes petits-enfants. Ma raison de me lever le matin. Ma consolation silencieuse depuis que mon mari est parti trop tôt, emporté par une crise cardiaque dans un silence brutal. Mon fils, Julien, et sa femme Clara travaillaient tous les deux dans la finance. Des journées longues, des horaires absurdes. Alors j'ai proposé, presque naïvement. Je peux m'occuper des enfants. Je suis encore en forme. Et ils seront avec leur grand-mère, pas une nounou. Ils ont accepté avec soulagement. Et moi, j'y ai mis tout mon cœur. J'allais les chercher à l'école, je faisais les devoirs, les goûters, les histoires du soir quand les parents rentraient trop tard. Je faisais les costumes pour le spectacle de Noël, les pique-niques d'école, les déguisements d'Halloween. Je ne comptais pas mes heures. Je ne comptais rien. Et eux, non plus. Jusqu'au jour où j'ai commencé à être fatiguée. Vraiment. Une toux persistante, un poids étrange dans la poitrine, des nuits sans repos. Le diagnostic est tombé comme une pierre dans un lac calme. Cancer du sein, stade 2. J'ai hésité plusieurs jours avant de leur dire. J'avais peur de les inquiéter, de déranger leur routine. Un dimanche, après le repas, alors que je faisais encore la vaisselle, j'ai dit doucement. Julien. Clara, je dois commencer un traitement. J'aurai besoin d'aide à la maison. Julien n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Il a haussé les épaules. Maman, on t'aime, mais, on n'a pas le temps. Tu devrais engager une infirmière, non? Je suis restée figée. Pas pour sa réponse. Pour la logique derrière sa réponse. 10 ans. 10 hivers, 10 rentrées, 10 anniversaires. Et moi, dans ce salon, je devenais un dossier logistique. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Pas qu'ils ne m'aimaient pas. Mais que je ne faisais plus partie de leur système. Je ne leur étais pas indispensable. Je leur avais été utile. Et ça, c'est plus douloureux que la maladie. On ne se rend compte de sa solitude que lorsqu'on cesse d'être utile aux autres. Georges Perros. Les jours qui ont suivi cette phrase, engage une infirmière, sont restés suspendus. Je ne leur en ai pas voulu tout de suite. Pas vraiment. J'étais surtout vide. Je continuais malgré tout à passer chez eux. Pas pour les aider. Pour voir les enfants. Pour sentir leur odeur, entendre leur rire. Même si Julien et Clara étaient de plus en plus absents dans leurs propres murs. Maman, tu n'es pas obligée de venir tous les jours, avait fini par dire Clara, d'un ton presque poli. Et j'ai compris que ma présence devenait gênante. Comme une chaise en trop autour d'une table bien dressée. Un matin, alors que je me levais difficilement, le téléphone a sonné. C'était Eliane, une amie d'enfance que je n'avais pas vue depuis presque 15 ans. Elle avait appris par une cousine que j'étais malade. Je passe te voir, et pas de discussion. Et prépare-toi, tu n'as pas encore fini de vivre. Je ne l'ai pas cru. Mais je l'ai laissé venir. Elle est entrée avec des fruits, des magazines, et une énergie qui me faisait presque mal. Tu sais ce que j'ai fait quand mon mari m'a quitté pour sa secrétaire? J'ai appris à danser le flamenco. À 62 ans. Je l'ai regardée avec un demi-sourire. Moi, j'ai un cancer, pas un divorce. Elle a haussé les épaules. Un cancer, ça te mange le corps. Mais le vide, Suzanne, c'est ça qui mange l'âme. Cette phrase est restée dans ma tête pendant des jours. J'ai commencé à écrire dans un carnet. D'abord une ligne. Puis 2. Pas des choses extraordinaires. Juste, des choses à moi. Ce que j'aimais faire. Ce que j'avais abandonné. Les couleurs que j'aimais. Les endroits que je voulais revoir. Et une phrase que j'ai soulignée. Je ne suis pas finie. Je n'ai plus proposé d'aider pour les enfants. Je n'ai plus attendu leurs appels. Et curieusement, ce silence n'était plus un vide. C'était un espace. Un espace que je pouvais remplir de moi. La plus grande révolte,
c'est parfois de recommencer à exister pour soi. Albert Camus, inspiré. Le printemps arrivait. Mais je ne le sentais pas. Pas dans l'air. Dans mes os. Dans mes gestes. Dans mon regard que je recommençais à poser autrement sur le monde. J'avais décidé de ne plus attendre. Ni message. Ni appel. Ni reconnaissance. Et dans ce renoncement, quelque chose en moi a refait surface. Un après-midi, Eliane est revenue, un carnet à la main. Tu sais écrire, Suzanne. Et tu sais parler. Tu devrais raconter. Pas ta maladie. Toi. Je l'ai regardée. Qui voudrait entendre parler d'une vieille femme abandonnée? Elle a ri. Justement. Tout le monde. Parce que dans ton histoire, on entend l'écho de tellement d'autres femmes. Cette nuit-là, j'ai rempli 10 pages. Des souvenirs d'enfance. Des recettes de ma grand-mère. Des expressions que mes petits-enfants ne connaissent même pas. Et j'ai compris que ma mémoire était plus vaste que leur oubli. Un matin, en sortant du centre médical, j'ai vu une affiche. Atelier d'écriture intergénérationnelle ouvert à tous maisons de quartier, mercredi 14h. J'y suis allée. Sans prévenir personne. Pas même Eliane. Ils étaient là, des ados, des femmes de tous âges, un jeune garçon timide avec un carnet Pokémon. Et moi, Suzanne, 68 ans, un cancer au corps mais une phrase au bord des lèvres. Quand j'ai lu mon texte, il y a eu un silence. Un vrai. Puis une jeune fille aux cheveux bleus a dit. C'est trop beau. On devrait en faire un recueil. Je suis rentrée chez moi avec des idées dans la tête. Et un éclat dans les yeux que même la chimiothérapie n'avait pas éteint. Pendant ce temps, chez mon fils. Plus rien. Pas un mot. Mais j'ai appris par hasard, via une voisine, que Léa, ma petite fille, avait fait une crise à l'école. Manque d'attention, isolement. Ils avaient parlé de dépression infantile. Et là, j'ai compris. Ce n'est pas moi qui avais disparu de leur vie. C'est le lien que j'avais incarné qui leur manquait. Mais cette fois, ce n'était plus à moi de revenir. On passe une vie à se donner aux autres. Puis un jour, on se donne enfin à soi-même. Simone de Beauvoir. Les jours se suivaient, et pourtant, quelque chose avait changé. Je ne remplissais plus mon agenda avec les horaires d'école, de goûter, ou de bain à préparer. Je le remplissais avec des heures pour écrire, des promenades que je choisissais, et des rendez-vous médicaux que je n'annonçais plus à personne. À l'atelier d'écriture, j'étais devenue Madame Suzanne. Une femme qui racontait ses souvenirs avec des mots simples, mais des silences profonds. Les autres m'écoutaient. Et surtout, ils me voyaient. C'est là qu'une femme m'a approchée après une séance. Vous avez une voix. Une vraie. Je travaille à la médiathèque, on cherche des lectures vivantes pour les enfants. Vous accepteriez de lire vos textes? J'ai hésité. Moi? Lire devant des enfants inconnus? J'avais passé 10 ans à bercer, à chuchoter des histoires. Mais là, ce serait pour moi, pas en service. J'ai dit oui. Le mercredi suivant, j'étais là. Assise dans un fauteuil rouge, mon cahier sur les genoux, une quinzaine de petits visages devant moi. Et j'ai lu. Pas seulement des mots. J'ai lu mes années. Mon oubli. Ma tendresse. Et dans leurs yeux, je ne voyais ni pitié, ni gêne. Je voyais de l'écoute. À la fin, une petite fille m'a demandé. Tu reviendras lire encore? Elle m'avait tutoyé. Et cela m'a fait sourire. Je suis rentrée légère, presque joyeuse. Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai cuisiné pour moi-même. Pas un repas triste. Une petite soupe maison. Des croûtons grillés. Un verre de vin. Puis le téléphone a sonné. Numéro de Julien. Je n'ai pas décroché. Quelques minutes plus tard, un message. Maman, Léa veut te voir. Elle parle beaucoup de toi. Elle ne va pas très bien. Tu pourrais venir? J'ai regardé l'écran longtemps. Il y a eu un temps où ce message m'aurait fait tout laisser tomber. Mais ce soir-là, j'ai terminé mon repas.
Puis j'ai noté dans mon carnet. Je suis importante. Pas seulement utile. Et j'ai éteint mon téléphone. Pas par vengeance. Par choix. Pardonner ne veut pas dire oublier. C'est choisir de ne plus souffrir pour ce qui ne changera pas. Hannah Arendt. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon téléphone. Il y avait un autre message de Julien, plus bref cette fois. On t'attend ce week-end, Léa demande chaque jour si tu vas venir. Pas viens s'il te plaît. Pas on aimerait te voir. Non. On t'attend. Comme si j'étais encore un pilier silencieux, disponible, sans besoin propre. Comme si on pouvait me rebrancher sur leur vie quand cela les arrangeait. J'ai pris une profonde inspiration. Et j'ai appelé Eliane. Tu penses que j'exagère si je refuse? Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a dit. Non. Parce que refuser, ce n'est pas fermer la porte. C'est poser une poignée de ton côté. Le samedi, je suis allée à la médiathèque comme prévu. Une lecture pour un groupe d'enfants. J'ai lu un de mes textes, celui sur la dame qui parlait aux fleurs quand les gens se taisaient trop. À la fin, un petit garçon m'a dit. Ma mamie aussi, elle parle aux plantes. Mais elle pleure parfois. Je lui ai souri. Alors dis-lui qu'elle l'écoute mieux que beaucoup de gens. Je suis rentrée l'après-midi, fatiguée mais remplie. Puis, j'ai reçu un appel. Léa, cette fois. Mamie, tu peux venir? Papa dit que tu ne veux plus, que tu es fâchée. Sa voix tremblait. Je n'étais pas fâchée. J'étais, prudente. Je viendrai demain. Juste toi et moi, d'accord? Elle a soufflé de soulagement. D'accord. Tu me raconteras une histoire? J'ai répondu oui. Et j'ai commencé à écrire celle que j'allais lui lire. Pas un conte. Un fragment de vie. Mon histoire. Mais à hauteur d'enfant. Le lendemain, je suis arrivée avec une tarte aux pommes maison et mon cahier. Julien m'a ouvert. Il avait les traits tirés. Il m'a regardé avec une hésitation qu'il n'avait jamais eue. Peut-être qu'enfin, il voyait en moi autre chose qu'un prolongement de sa logistique familiale. Léa a couru vers moi. Elle s'est jetée dans mes bras. Et là, j'ai su que ma place n'était pas derrière eux. Mais auprès de ceux qui veulent vraiment me regarder. Proverbe africain. Quelques semaines ont passé. Je continuais mes lectures à la médiathèque. Je tenais mon carnet à jour. Et surtout, je vivais sans me justifier. C'est fou comme l'on peut exister autrement dès lors qu'on cesse de se demander. Suis-je encore utile? Et qu'on commence à se dire. Suis-je vivante? Un jour, après une lecture, une femme d'une 50aine d'années est venue vers moi. Vous ne me connaissez pas, mais je vous ai entendu parler la dernière fois. J'ai osé écrire mon premier texte hier soir. Grâce à vous. Elle s'appelait Aïcha. Divorcée, 3 enfants adultes, seule depuis des années. Et pourtant, dans son regard, il y avait cette même lumière timide que j'avais reconnue chez moi le jour où j'avais commencé à écrire. La lumière des femmes qui n'ont jamais appris à se regarder autrement que par les yeux des autres. Nous avons parlé longtemps. Puis une autre femme nous a rejoints. Puis une troisième. Très vite, sans qu'on l'ait planifié, nous étions 6. Puis 10. Des femmes de tous âges, toutes silencieusement blessées d'avoir été effacées sans qu'on le dise. Alors, j'ai proposé quelque chose de simple. Pourquoi ne pas créer un petit cercle? Un moment rien qu'à nous, une fois par mois? Nous avons trouvé une salle dans le centre associatif. Un jeudi sur 2, nous nous retrouvions avec du thé, des gâteaux, des carnets. Nous parlions de ce qu'on ne dit jamais. Du corps qui fatigue, des regrets, de la maternité qui avale l'identité, du couple devenu silence. Et aussi de nos envies. De nos idées folles. De nos nouveaux départs. C'est à cette époque que Léa a voulu assister à une de mes lectures. Elle s'est installée au premier rang. Quand j'ai lu, je l'ai vue sourire. Puis, à la fin, elle a dit tout haut. Ma mamie, elle est une autrice. Et personne n'a ri.
Personne n'a corrigé. Parce qu'à ce moment précis, c'était vrai. Et dans les applaudissements discrets de cette petite salle de quartier, j'ai entendu le bruit doux de ma revanche. On ne change pas le passé, mais on peut changer la façon dont on s'y tient. Boris Cyrulnik. Un samedi matin, alors que je prenais un café au marché, je suis tombée sur Julien. Il n'était pas pressé, pour une fois. Pas en costume, pas en appel. Il avait l'air vidé. Maman. Il m'a embrassée sur la joue, presque timidement. Puis il s'est assis à côté de moi, sans que je l'invite vraiment. Mais je ne l'ai pas chassé. Léa parle beaucoup de toi. Elle est fière. Elle a même demandé à écrire un poème pour ton atelier. J'ai souri. Elle a toujours eu beaucoup d'imagination. On l'a peut-être un peu oubliée, cette part-là d'elle. Il a baissé les yeux. Puis, d'une voix plus basse. Tu sais, j'ai beaucoup repensé à cette époque. Quand tu t'occupais des enfants. Quand on comptait sur toi pour tout. Et je me suis demandé. Qu'est-ce qu'on a vraiment fait pour toi, nous? Je n'ai pas répondu tout de suite. Parce que parfois, le silence est une réponse plus honnête que les mots. Il a repris. J'étais pris dans ma vie, le travail, les urgences. J'ai cru que tu étais là, toujours, inébranlable. Et quand tu as faibli, j'ai paniqué. Alors j'ai dit cette chose stupide, engage une infirmière. J'ai tourné lentement la tête vers lui. Tu sais ce qui m'a fait le plus mal? Ce n'est pas la phrase. C'est le naturel avec lequel tu l'as dite. Comme si j'étais un objet qui tombait en panne. Il a dégluti. Est-ce que tu m'en veux encore? J'ai regardé autour de moi. Le vent dans les arbres. Le bruit du marché. Ma tasse de café encore chaude. Et j'ai dit. Non, Julien. Parce que ce que j'ai construit depuis ne laisse plus de place à la rancune. Seulement à la clarté. Il a hoché la tête. Lentement. Puis, d'une voix douce. Tu pourrais venir dîner un soir? Pas pour les enfants. Pour toi. Juste toi et moi. J'ai pris quelques secondes. Je viendrai. Mais ce ne sera plus comme avant. Je ne serai plus la maman fonction. Il a souri. Tristement. Je sais. C'est pour ça que je veux apprendre à connaître Suzanne. Et là, dans ce moment suspendu entre deux générations, j'ai compris que je n'étais pas revenue dans leur vie. C'est eux qui entraient enfin dans la mienne. Ce que tu cherches est déjà en toi. Tu dois seulement l'autoriser à exister. Clarissa Pinkola St. Je suis arrivée chez Julien un vendredi soir. Il avait cuisiné, timidement, un gratin, une salade, un dessert trop sucré. Il avait même mis une nappe. Pas une grande cérémonie. Juste, un effort. Un vrai. Clara était absente. Un séminaire. Léa m'attendait avec une pile de dessins et un grand sourire. Elle m'a prise par la main. Viens mamie, je t'ai dessiné avec un micro. Tu fais des discours, comme à la bibliothèque. Elle m'a tendu le dessin. J'avais les cheveux en couronne, un cahier doré, et des ailes. J'ai ri. Mais j'ai aussi senti quelque chose céder doucement en moi. Le dîner s'est passé dans une conversation simple. Pas d'excuses officielles. Pas de tentative de justification. Seulement des regards plus attentifs, une écoute plus lente. À la fin du repas, Julien s'est levé pour débarrasser. Repose-toi, maman. Je m'en occupe. Je n'ai pas protesté. Parce que j'avais appris à accepter le changement sans le forcer. Avant de partir, Léa m'a dit. Papa lit ton livre le soir, tu sais. Il ne le dit pas, mais je l'ai vu pleurer. Je suis restée figée un instant. Puis j'ai embrassé sa joue. Le lendemain, j'ai animé un atelier au centre culturel. Nous étions 20, de 10 à 82 ans. Et ce jour-là, j'ai lu un texte que je gardais pour la fin. J'ai été mère, épouse, grand-mère. J'ai été pilier, cousine, cuisinière, couturière. Et un jour, j'ai décidé de redevenir moi.
Les applaudissements ont été discrets, mais sincères. Dans un coin de la salle, Eliane me regardait avec fierté. Et à côté d'elle, une femme que je ne connaissais pas versait une larme. Je suis rentrée chez moi. J'ai rangé mes cahiers. Et j'ai allumé une bougie. Pas pour prier. Pour remercier. Car aujourd'hui, je n'étais pas guérie de tout. Mais j'étais libre. Libre de ne plus être indispensable. Libre de ne plus être silencieuse. Libre d'être moi, enfin.